Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV7 dans votre émission le 19h Sport. Parlons sport, comme chaque mardi soir, on est ravis de vous retrouver pour tout commenter sur l'actualité sportive dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et comme chaque mardi soir, votre émission Parle au sport. Autour de la table, Clément Carpentier, journaliste indépendant. Bonsoir Clément. Bonsoir Dorian, bonsoir à tous. Également avec nous Pablo Malard, journaliste à TV7. Bonsoir Pablo. Bonsoir Dorian. On va aborder deux sujets aujourd'hui. Du rugby pour commencer avec la section paloise qui est co-leader du championnat et qui arrive à matcher entre jeunesse et expérience. Et la recette fonctionne. Comment cette recette fonctionne? Avec Sébastien Piccheroni à la baguette, on répondra à la question. Et on parlera football également, car nous sommes en plein de semaines, certes de National 2, mais il y a surtout la Coupe de France. La Coupe de France où les Girondins de Bordeaux, qualifiés pour le 6e tour, doivent-ils viser plus haut? On en parlera dans un instant. Messieurs, le rugby avec la section paloise, c'est vrai que la section paloise fait une saison extraordinaire, en tout cas un début de saison extraordinaire. Co-leader, en tout cas ils sont trois, la première place avec le Stade Toulousain et le Stade Français Paris. Est-ce que déjà Clément, Pau est dans une autre dimension que les saisons précédentes? En tout cas, ils essayent de passer justement un cap important pour eux, qui serait la qualification pour le top 6 depuis leur retour en top 14. Déjà, il y a eu la qualification en Coupe d'Europe, la Champions Cup, qui vont disputer pour la première fois cette saison. Et là, ils réussissent un très bon début de saison. Après, on est habitué du côté de Pau à bien commencer la saison, c'est arrivé les années précédentes aussi, donc voilà, donc maintenant on va voir sur la continuité, mais ce qui est clair c'est qu'il y a une vraie continuité entre la saison dernière et ce début de saison, donc c'est ça qui est intéressant. Après on verra peut-être pourquoi par rapport à d'autres équipes aujourd'hui qui sont peut-être en sous-régime, mais eux je pense que soit ils sont peut-être un petit peu en sur-régime, ou en tout cas ils profitent de l'occasion de ce début de saison pour se montrer, puis pour réaliser un bon début de saison et continuer, comme je le disais, sur la saison dernière. Mais en tout cas, je pense que c'est une équipe qui a les moyens de passer ce cap important du top 6. Est-ce que Pablo, la section paloise est un peu dans la même lignée ou le même virage que l'Aviron Bayonnais il y a peut-être 2 saisons, la saison dernière aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Elle s'inspire des clubs comme ça qui lui ressemblent un peu, qui sont montés il y a plus ou moins longtemps, mais qui sont pas en tout cas des clubs qui sont dans l'élite depuis très longtemps. Donc elle s'inspire de Bayonne. Moi, je pense aussi beaucoup à l'UBB qui, quand elle est remontée, on parlait beaucoup d'elle comme un prétendant au top 6, mais qui n'arrivait jamais véritablement à y être. Pau, ça fait quelques années qu'ils sont à la 7, 8e, 9e place et qui sont pas très loin de se qualifier. Donc forcément qu'elle s'inspire de ces clubs-là qui ont, eux, réussi à terme à se qualifier. On en parlait déjà dans cette émission, mais on sent que ça matche bien entre la jeunesse et les vieux briscards un peu dans cette équipe de section. Ouais, ils ont surtout quelques gros talents quand même. Et ça quand même, ça aide quand de votre sorte de formation, vous sortez des Gaëton, des Broboiry, des Atisogbe, voilà, avec des joueurs quand même qui sont solides aussi autour. On peut parler de Dobagna qui a plus de 200 matchs de top 14, mais qui est un pur palois, voilà, qui aussi amène cette âme, j'ai envie de parler. On parle souvent de l'âme de l'UBB avec Maxime Lucu, un autre numéro 9 qui apporte aussi un peu l'âme de cette équipe. Donc oui, il y a un bon collectif, ils ont épaissi aussi l'effectif. Je pense que ce qui va être important, notamment au moment de commencer la Coupe d'Europe. Mais voilà, il y a tout qui fonctionne un petit peu très bien en ce moment. Et je noterai aussi que par rapport à d'autres clubs, aujourd'hui, la section paloise a très peu de blessés, il me semble, en tout cas. Voilà, et à ces joueurs cadres, à part Atisogbe, évidemment, là qui est sur le carreau pour un petit bout de temps. Mais je pense à un Simons, voilà, pour le coup, qui est le demi d'ouverture. Je pense qu'il y a une équipe avec lui et une équipe sans lui, par exemple. Et aujourd'hui, il est en pleine possession de ses moyens et on voit qu'il dirige parfaitement à la baguette cette équipe. Ça a été le cas face à l'Aviron Bayonnais, Joe Simons. Un petit mot, vous avez cité le Gaëton. C'est un message fort aussi d'avoir réussi à prolonger Gaëton. C'était l'actualité de la semaine dernière, certes, on en a beaucoup parlé dans cette émission, mais on reste dans le thème palois. C'est un message fort de réussir à garder des joueurs comme Gaëton. Je vais faire une réponse assez courte, Dorian. Les présidents de club disent toujours que le meilleur recrutement, c'est de garder ses meilleurs joueurs. Et donc voilà, ça en est un exemple concret. L'Aviron Bayonnais commence aussi à faire ça. L'UBB le fait depuis plusieurs années. Voilà, c'est tout simple. Et là, pour le coup, oui, c'est un vrai message envoyé aussi à tout ce qui est l'environnement du club. Parce que là, vous êtes partenaire du club, vous êtes abonné au club, ça vous donne envie de revenir et de se dire, voilà, il y a un vrai projet. On fait pas juste que former des jeunes joueurs qui s'en vont à droite à gauche, comme on a vu ces dernières années. On peut citer par exemple un joueur comme Romain Buros, qui a fait toute sa formation du côté de Pau et puis finalement qui a continué sa progression à l'UBB. C'est parce qu'aujourd'hui, les clubs comme Pau prennent un autre virage et essaient de se développer pour être performants devant, en haut de tableau de ce championnat top 14, ou au contraire, c'est des clubs comme Toulouse ou La Rochelle qui n'attirent plus, on va dire, ces jeunes parce que peut-être ils savent qu'ils ne progresseront pas dans cette équipe.
indirectement, on peut parler rapidement d'Antoine Stoy, on voit que la progression, hormis cette saison, ça a été compliqué pour lui, où ils se disent, dans ces clubs-là, j'aurai pas de temps de jeu, j'arriverai pas à jouer, à m'imposer dans ce genre de club. Oh, je pense que le Stade Toulousain, il attirera toujours. Ça, peu importe l'âge, peu importe la période dans laquelle on est dans sa carrière, le Stade Toulousain, je pense qu'ils n'auront aucun mal à recruter des joueurs. Et je pense que Emilien Gaëton, s'il choisit de prolonger, c'est parce qu'il sait qu'il y a un effectif qui est performant, qui a un vrai projet autour de Sébastien Piccheroni, qui est là depuis quelques saisons maintenant, et qui le place comme un des leaders, clairement, de la section paloise. Donc je pense pas que ce soit lié forcément aux autres équipes qui sont moins attirantes. Alors peut-être que La Rochelle, ça pose question parce qu'on est sur une fin de cycle, il faut qu'il y ait un renouvellement, mais en attendant, ils ont quand même réussi à recruter Nolan Le Garec ou David Ignashvili, donc c'est des très bons joueurs de top 14, donc c'est pas forcément les autres clubs qui font sujet là-dessus, sur cette prolongation, c'est vraiment parce que Pau, il y a un projet solide et qui est mené à bien pour l'instant avec Sébastien Piccheroni. Vous en avez un petit peu parlé, Clément, est-ce que Pau est en forme aujourd'hui parce que Pau prend un virage ou parce qu'il y a aussi des méformes de certains clubs et qu'ils en profitent? Bah, je pense qu'il y a un peu des deux. On est bien placé ici avec l'UBB et la problématique du moment et de ce début de saison. On voit aussi le Stade Toulousain où c'est un coup ci, un coup ça. L'Aviron Bayonnais qui performe à domicile contre des gros mais qui a quand même quelques difficultés à l'extérieur puisque ça fait 2 fois qu'ils prennent 40 ou 50 pions. C'est pas neutre non plus. Toulon qui a un match en moins. Toutes ces choses-là. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui ça leur permet de rester tout en haut de l'affiche. Surtout qu'ils ont réussi à faire ce que pas encore toutes les équipes ont fait, mais c'est aller gagner un match à l'extérieur quand ils sont allés gagner ce premier match de la saison à Castres. Donc évidemment le delta il est là important. Et on rappelle ils ont fait un 15/15 aussi au Hameau, ça c'est important. Exactement. Et là par contre ce week-end je crois qu'ils ont un bon petit test de leurs amis toulousains qui viennent faire un petit tour, voir si l'herbe est fraîche par là-bas du côté du Hameau. Et voilà, là on va avoir un vrai bon choc parce qu'en plus je pense que les Toulousains vont avoir envie de rectifier un peu le tir à l'extérieur. Donc ça va être un bon test justement pour voir où en est la section paloise sur ce début de saison qui est quand même déjà très bon. Et justement, qu'est-ce qu'on attend de la section paloise typiquement sur ce genre de match face à Toulouse? De la régularité, parce que quand ils ont joué des plus grosses équipes, bon c'était à l'extérieur, c'était pas au Hameau, mais par exemple à Toulon, ça s'est pas passé comme prévu, du moins ils ont laissé le bonus offensif aux Toulonnais, donc pour moi ça va être un vrai test de caractère aussi, notamment devant, où ils alternent un petit peu entre le chaud et le froid. Contre Bayonne c'était très bien devant, mais à Toulon ou à Clermont c'était plus compliqué, donc face à une équipe qui, on le sait, est très 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 solide devant, et notamment sur ce week-end où ils ont eu un paquet d'avant qui a roulé sur celui de l'UBB, la section va devoir vraiment se solidifier, se densifier. On aura peut-être le premier match de Julian Montoya au talon, qui revient des sélections avec l'Argentine, voir ce qu'il apporte également avec son compatriote Issa, et tout ce paquet d'avant palois. Ce serait un message fort en cas de victoire? Ah oui, clairement, je pense, parce que surtout, je pense qu'en face, il y aura une équipe du Stade Toulousain qui sera très solide. Donc voilà, même si ça risque de tourner toujours un petit peu à l'extérieur, surtout avec les nombreux blessés qu'il y a aussi du côté du Stade Toulousain. Mais oui, ça sera vraiment intéressant de voir comment va se comporter l'équipe. Et s'il y a victoire, ça validera tout ce très bon début de saison. Et on pourra entrer dans une autre phase où là, se dire, Pau est vraiment candidat au top 6 cette saison. On parle de caractère de cette équipe de la section paloise. Est-ce que c'est l'un de ses points faibles à cette équipe? C'est quoi ses points faibles exactement à la section paloise? Je dirais que peut-être des fois c'est une équipe un peu trop joueuse. Alors c'est très bien pour le spectateur. On compare indirectement un petit peu à l'UBB. Oui, tout à fait, parce que c'est une équipe qui a quand même des 3 quarts assez exceptionnels. On va pas s'en mentir, on les a cités tout à l'heure, sans parler des ailiers aussi qui font un super début de saison, le petit Arfeuil et tout ça qui sera pour moi peut-être une des révélations justement de cette saison. Mais du coup c'est une équipe des fois qui a peut-être un peu trop tendance à jouer et un peu dans le désordre, comme ça a été le cas du côté de Clermont où du coup ça a fini à 50, à 25 ou à 30. Voilà, des fois peut-être qu'il faut réduire aussi un petit peu la voilure. Et pour réduire la voilure, faut avoir justement des gros devant qui tiennent la baraque pratiquement tout seuls sur des phases de conquête. Alors ils sont excellentissimes en touche, notamment grâce à Oradou. La mêlée, il faut continuer à voir ce que ça peut donner, mais je vois pas beaucoup de points faibles à cette équipe, à part voir aussi sur la longueur de la saison, quand l'effectif va commencer à tourner un petit peu plus peut-être, quand Joe Simons pareil va être laissé un petit peu au repos, Dobania aussi à la mêlée, puisque Robson par exemple est blessé en ce moment. Donc voilà, faut voir aussi plutôt peut-être sur le long terme, mais aujourd'hui à l'instant T il y a très peu de failles dans cette équipe et c'est pas pour rien qu'elle est leader du top 14. Moi j'en vois quand même un, c'est la discipline. Ils sont déjà à 6 cartons jaunes, donc c'est un par journée globalement. Là-dessus il va falloir régler la mire, parce que sur des matchs à domicile où ils dominent, c'est pas forcément préjudiciable, mais non. Là c'est Toulouse,
Donc quand t'es à 14, tu peux facilement prendre des vagues, notamment devant aussi, où là c'est Maximin qui prend un jaune face à Bayonne, un des gros porteurs, un des poids lourds de cette équipe paloise, s'il est amené à prendre à nouveau, ou si un autre gros porteur en prend à nouveau, pour contrer la puissance toulousaine, ça peut faire défaut un petit peu, donc c'est peut-être corriger ça, le secteur de la discipline qui pour moi peut être grandement amélioré. Alors c'est déjà le cas aujourd'hui, mais est-ce que vous pensez qu'un homme avec des grosses lunettes noires va encore plus regarder cette équipe de la section paloise pour le 15 de France? Vous parlez de vous, Dorian? Non, elles sont pas si grosses que Fabien Galtier. Non, bien sûr, mais il observe déjà cette équipe, mais est-ce qu'on observe encore plus quand c'est comme ça? Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il va pas non plus chambouler son équipe pour prendre plus de Palois en ce mois de novembre. Il a déjà son équipe, on a 2 ans de la Coupe du Monde, on va pas tout chambouler. En revanche, ça donne de la caution à des joueurs comme Gaëton, comme Broboiry aujourd'hui. Alors, on nous parle beaucoup du petit Gourgue de Toulouse, qui est apparemment la nouvelle pépite du top 14. Moi, j'attends de le voir sur le long terme, ce joueur, sur des matchs à l'extérieur où ça sera plus compliqué. Pour moi, des joueurs comme Gaëton, Deporter, Broboiry, ils ont déjà plus prouvé que ce jeune joueur qui vient de débarquer. Donc je pense que dans la hiérarchie, ils doivent être devant. Après, pourquoi pas avoir un petit Arfeuil aussi, testé comme Atis Ogbe. Atis Ogbe a vraiment pris de l'importance. C'est dommage pour lui qu'il est blessé là, parce que je pense que vu le début de saison de Damien Penaud, il aurait été sûrement devant sur ses tests de novembre. Donc c'est dommage pour lui, mais pour le coup, il faut le prendre en compte aussi. Et lui, il avait réalisé aussi un très bon début de saison, et j'espère qu'on va le revoir très vite avec le 15 de France. Surtout que ce sont des joueurs qui auraient pu donner de l'importance, notamment sur le premier match face à l'Afrique du Sud. Oui. Certains auraient pu être très efficaces. Voilà pour la section Palois, gros test. On rappelle pour les Palois face au Stade Toulousain, ce sera ce samedi à 21h. Dans un instant, on va changer de ballon. Après le ballon ovale, on va parler du ballon rond, avec notamment les Girondins de Bordeaux, qualifiés pour le prochain tour de la Coupe de France, mais surtout un match choc face à la Roche-Vendée. On en parle avec nos consultants dans un instant. À tout de suite. Le 19h Sport, parlons sport comme chaque mardi soir pour tout comprendre et tout commenter de l'actualité sportive après avoir abordé la section paloise et le rugby. La section paloise qui fait une très grande saison en top 14 pour l'instant. On va parler notamment ballon rond et notamment les Girondins de Bordeaux, Coupe de France. Alors ce sera pas le prochain match, on reviendra du côté du championnat avec notamment la réception de la Roche-Vendée. On en parlera également dans ce débat. Est-ce que les Girondins de Bordeaux en Coupe de France doivent-ils viser plus haut? On rappelle que la saison dernière, ils ont été éliminés en 32e de finale face au Stade Rennais, au Stade Atlantique de Bordeaux. Clément Carpentier, est-ce que les Girondins peuvent viser plus haut la Coupe de France? Est-ce que ça peut être une compétition qui rentre dans les objectifs du club aujourd'hui? C'est difficile de le dire, on vient de passer le 5e tour, il y en a encore 89 avant d'arriver à peu près sur les équipes de... Voilà, exactement. Non, mais c'est très compliqué. La seule chose qui est intéressante avec la Coupe de France, parce qu'en plus on enchaîne les matchs là au cœur de l'automne, c'est de pouvoir donner et continuer à donner du rythme à son effectif et de ne pas avoir 15 jours où vous jouez pas de match. Donc c'est pour ça que c'est important de continuer à passer les tours les uns après les autres pour pouvoir continuer à avoir une dynamique de groupe, être au point sur le plan physique, continuer à intégrer aussi d'autres joueurs, parce que ça permet aussi de faire tourner un petit peu, peut-être de faire jouer les titulaires qu'une mi-temps ou ce genre de choses, et là ça peut être intéressant. Après, en termes d'objectifs, déjà l'année dernière c'était bien d'aller jusqu'où ils ont été. Ils ont offert un match au Matmut Atlantique contre une équipe de Ligue 1. Je pense qu'aujourd'hui c'est l'un des seuls objectifs des Girondins de Bordeaux, pour faire rentrer un peu de caillasse dans les comptes, mais sinon franchement, à part sur le plan physique et la dynamique d'équipe, je ne vois pas grand objectif sur cette Coupe de France. Du même avis, Pablo? Oui, tout à fait. Et puis, quand on avait interrogé Eric Van Den Abel sur ce sujet, il nous avait dit que forcément les coachs n'étaient pas forcément passés dans le vestiaire pour dire voilà, la Coupe de France, ça doit être un objectif du club. Il laissait les choses se faire. L'objectif, c'était, comme disait Clément, d'enchaîner, de pouvoir jouer tous les week-ends et donc de garder un rythme et une stabilité dans le jeu proposé. Et c'était clairement ça l'objectif. Après, il n'y a pas d'objectif de victoire. Et si ils peuvent arriver comme l'an dernier en 32e de finale, je pense que ce sera déjà bien pour eux. On parle de cette équipe des Girondins de Bordeaux qui se qualifie au fur et à mesure à la Coupe de France, mais il y a un petit hic quand même. On voit que Bordeaux bat Tulle 15 buts à 0, alors que de l'autre côté, et sur un coup franc qui est magnifique, vous avez pu le voir, et que de l'autre côté, on voit des équipes comme Bayonne qui en met 5 à Cadojac, Angoulême qui en met 7 contre Jonzac ou 16.
Qu'est-ce qu'on attend réellement des Girondins de Bordeaux dans ce genre de match? Est-ce qu'on attend comme Angoulême d'en mettre 7 pions ou qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai du mal à comparer les victoires des équipes comme ça parce que il faut pas oublier, et ça je le redis tous les week-ends, malheureusement quand les Girondins de Bordeaux jouent, c'est que les équipes d'en face, ils jouent le match de leur vie. Donc voilà, et ça pour le coup, autant on peut être très dur avec les Girondins de Bordeaux sur certains aspects, notamment techniques, tactiques, ou sur ce que peut mettre en place l'entraîneur. Après, sur le plan mental, ça doit être quand même hyper compliqué. Moi, je trouve aujourd'hui de jouer aux Girondins de Bordeaux, en gros, un match nul, c'est vécu comme une défaite. Il faut que vous gagnez tout, et gagner tout 5-0, comme si c'était le PSG qui jouait contre toutes les autres équipes de Ligue 1. Voilà, c'est compliqué, et du coup, je peux comprendre que des fois, quand on va à Tulle, bah oui, on fait pas le match de sa saison, ils auraient même pu perdre, voilà, et on serait sûrement tombé sur les Girondins de Bordeaux. Après, comme je le disais, est-ce que c'est l'objectif ou pas? Je pense pas. Le match de ce week-end sera beaucoup plus important que le match qui a eu lieu justement le week-end précédent. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui que Bordeaux, entre guillemets, n'a plus le droit de gagner 1-0. Ah non, bah c'est clairement ça, c'est ce que je dis, c'est pour ça que je citais le PSG, parce que on est toujours dans cet imaginaire collectif des Girondins de Bordeaux, grand club, club historique du foot français, avec des moyens aussi qui sont importants en National 2, donc la hiérarchie financière, et en tout cas historique du club, voudrait qu'ils collent 4-0 à tous les matchs à leur adversaire, mais malheureusement le sport, ça se passe pas comme ça, ça se passera jamais comme ça, et heureusement d'ailleurs que ça se passe pas comme ça. Donc oui, bon, ils ont gagné 1-0 à Tulle, c'est pas fameux, je l'accorde, mais des matchs pas fameux, ils en ont fait plein depuis le début de la saison et depuis très longtemps même. Donc voilà, je vais pas leur tomber dessus parce qu'ils ont gagné que 1-0 du côté de Tulle. Et justement, ça peut être une certaine pression aussi pour l'équipe qui joue chaque week-end sur les prés en se disant, ben voilà, on gagne 1-0 ou 2, on peut garder le score et finalement on est obligé de se dévoiler pour en mettre 3-4 parce qu'on va nous juger en disant, bah c'est pas assez. Je suis pas forcément d'accord avec ça parce que la plupart des joueurs, même l'entièreté de l'effectif, n'étaient pas là quand Bordeaux était en division professionnelle. Alors oui, ils portent le poids du club et tout l'histoire, tout le passé qu'il y a sur leurs épaules, mais c'est plus des joueurs qui sont habitués à ce genre de match, que ce soit en Coupe de France ou en National 2. Donc, de mon point de vue, je me dis pourquoi ils se mettraient une pression supplémentaire, sachant que c'est des matchs qui sont habitués à jouer. Là, on peut se poser une question, c'est peut-être sur les ambitions offensives, sur le jeu en lui-même, plus que la pression du résultat. Savoir si, peut-être qu'en étant Girondins, ils essaient d'avoir un plan de jeu qui rappelle un petit peu l'époque passée. C'est peut-être la question, et du coup, peut-être plus libéré que ce que ça peut être dans d'autres clubs. C'est peut-être là-dessus que ça peut se jouer. Ça peut se jouer là-dessus, Clément Carpentier? Oui, ça peut se jouer là-dessus. Ils ont décidé de jouer beaucoup plus cette année, d'être beaucoup plus intéressants sur le plan technique. Et en effet, ça se voit quand ils font un match à Poitiers, c'est d'excellentes factures. Après, il y a d'autres rencontres où c'est beaucoup plus compliqué aussi. Faut pas oublier que depuis le début de la saison, ils ont joué sur des champs de patates. Et là, du côté de Tulle, c'en était un sacré pour le coup. On rappelle, c'est un terrain de rugby. Voilà, pour avoir vu quelques images, donc pas évident non plus. Au Matmut Atlantique, en début de saison, c'était très compliqué aussi. À la limite, on pouvait plus se reprocher à ce moment-là à l'équipe et à son coach de pas s'adapter au terrain sur lequel il jouait. Et je pense que là, pour le coup, il était critiquable, Bruno Irles. Après, sur le côté, est-ce que ils sont stressés parce qu'ils doivent considérer qu'ils doivent bien jouer ou pas? Je sais pas. C'est sûr que la note artistique compte toujours autant à Bordeaux, que ce soit d'ailleurs du côté du foot ou du rugby aujourd'hui. Donc voilà. Cette équipe des Girondins de Bordeaux qui va affronter quand même la Roche-Vendée ce samedi, le leader. Avant de parler un petit peu de cette rencontre, est-ce que pour vous sentez qu'il y a des joueurs qui enfin sortent un peu du lot et qui sont dans le rythme de cette équipe, Clément? Déjà Openda, je crois, oui. Voilà, parce que lui il a été absent pendant quelques semaines et ça s'est vu justement dans cette équipe, donc déjà on se rend compte que c'est un peu le seul joueur de 1 contre 1, donc il faut mieux qu'il soit sur le terrain que sur le banc des remplaçants ou dans la tribune parce qu'il est blessé. Après je trouve que l'attaquant Etondé monte aussi en puissance, donc ça c'est intéressant parce que c'est un profil très intéressant dans ce championnat où ça peut être physique, où au bout d'un moment il peut y avoir des longs ballons pour revenir au score ou pour aller chercher un match, et donc du coup il en impose, il pèse un peu comme Andy Carroll la saison dernière. À voir aussi si Audru continue à monter un petit peu en puissance, même si je trouve que vu le niveau et le parcours de ce joueur, on devrait en attendre quand même beaucoup plus, comme Mathieu Villette aussi. Moi je suis très déçu, je pensais que c'était une vraie bonne pioche pour le club, et alors pour le coup peut-être qu'en début de saison il avait des excuses parce qu'en effet il jouait pas dans un système à 2 attaquants, c'était dur pour lui, petit gabarit justement par rapport à Etondé, de se débrouiller tout seul, mais je trouve qu'il doit faire beaucoup plus.
notamment dans tout ce qui est le travail défensif, le pressing. Alors après, je sais pas, je suis pas dans le cœur du vestiaire, donc je sais pas ce que lui demande son entraîneur aussi, donc c'est difficile aussi d'être à l'extérieur et de critiquer. Mais voilà, il y a des joueurs qui montent en puissance, c'est ce qui est intéressant. Il y a un collectif aussi qui semble peut-être monter un peu plus en puissance. Maintenant, il faut très vite que ça se concrétise, parce qu'évidemment, il y a une pression forte des dirigeants, il y a une pression très forte au niveau populaire, donc très vite, il va falloir être dans les 2-3 premiers, sinon à chaque défaite, ça sera peut-être fatal pour l'ami Bruno Irles. Ça peut être un gros match test pour les Girondins ce week-end face à la Roche Vendée. Ouais, bien sûr, c'est le leader, la Roche Vendée qui se déplace ici, donc forcément, quand on connaît les ambitions des Girondins de Bordeaux de vouloir remonter au plus vite possible, et si possible cette année en national, forcément, ça va passer par ces gros matchs, par la Roche Vendée à domicile, après aller chercher des points à l'extérieur pour recoller et être vraiment dans les 1 voire 2 places grand maximum de ce classement. Et la Roche Vendée maintenant fait un très bon début de saison, donc les Girondins doivent absolument les rejoindre, et s'il y a défaite, il va y avoir un petit écart qui va se creuser au classement. Un gros écart même. Ouais, même un gros écart qui peut se rattraper sur la saison, mais qui sera forcément beaucoup plus compliqué, et il faudra attendre le match retour pour aller gagner à la Roche Vendée, ce qui n'est pas simple. Surtout qu'en plus on est dans une période où on alterne entre la coupe et le championnat, c'est-à-dire si ça perd ce week-end, on ne pourra pas se rattraper tout de suite après vu que ce sera week-end de coupe, donc ça peut être dommage aussi pour c'est surtout que comme d'habitude ça va remettre un peu le feu au club, voilà, les critiques vont tomber, voilà, ce match est attendu, il y a 11 000 spectateurs qui devraient être présents, voire un peu plus, donc forcément oui, si ça se passe mal samedi, ça va remettre entre guillemets l'équipe dans une mauvaise dynamique, mais ça serait bien qu'ils réussissent enfin un match plein à domicile contre une grosse équipe. Ils l'ont fait à Poitiers à l'extérieur récemment, ils avaient fait d'autres bons matchs quand même quelques fois cette saison et tout, et là ça serait bien qu'ils en fassent enfin un gros à domicile, parce que ça permettrait de souder quand même l'équipe, de continuer à maintenir Bruno Irles avec un peu moins de pression, parce que ça c'est compliqué aussi je pense pour lui à vivre, et pour ses joueurs aussi autour, même si c'est la loi du sport. Donc ouais, ça serait important quand même que là ce week-end ils arrivent à faire un gros match de la première à la dernière minute contre une équipe justement qui est leader et qui réussit son début de saison. Ça serait intéressant et ça donnerait beaucoup de confiance à l'équipe et à son entraîneur, et ça apaiserait aussi un peu le climat autour du club. Est-ce que Bruno Irles a enfin son équipe type ? Je pense que son équipe type, il a mis du temps à la chercher parce que c'était pas ce qui était prévu sur le papier, puisqu'il devait jouer à 3 derrière ou à 5, je sais pas comment on dit, mais bon bref, finalement il joue à 4 depuis le début de la saison, et je trouve que c'est bien mieux. Moi je pense que c'est une équipe qui devrait jouer avec un vrai numéro 10, qui devrait être Steve Chamal, parce qu'il a les capacités de jouer là, et je pense que sur les côtés il est un peu trop lent pour jouer sur un côté. Bon, il préfère jouer en 4-4-2 pour l'instant, c'est déjà mieux, parce qu'il joue avec 2 attaquants, ça permet de plus peser sur les défenses adverses que de jouer avec qu'un seul attaquant, voilà, mais je sais pas, si c'est tellement fluctuant d'un match à un autre. En National 2, c'est pratiquement impossible de faire des pronostics, comme j'ai envie de dire depuis qu'on était sorti en Ligue 2. C'était déjà à peu près pareil, c'est très compliqué, donc je vais pas commencer à tirer des conclusions un peu sur l'équipe de Bruno Irles. Bon voilà, on va voir ce que ça a donné bien sûr ce match face à la Roche Vendée. Est-ce que c'est l'occasion aussi, Clément, de réintégrer Étienne Begré aussi ? Ah, bonne question. Il est là. Je sais pas, franchement. C'est un peu la question piège, un peu. Mais non, voilà, mais je crois qu'il va jouer avec la réserve ce week-end peut-être pour la première fois. Donc voilà, qu'il reprenne du rythme. Après, aujourd'hui, je suis désolé, mais Bruno Irles, il a son groupe. Et je vois pas à qui devrait prendre la place. Aujourd'hui, Étienne Begré, c'est un profil évidemment très différent. Quoique Etonde, dans cette équipe, il l'a un petit peu. Donc pourquoi aussi aller mettre un deuxième joueur de ce profil ? Franchement, je trouve qu'aujourd'hui, oui, il est là, il va falloir faire avec, il va falloir payer son petit salaire. C'est historique, déjà c'était historique, c'était le plus gros salaire de N2, le plus gros salaire de R1. Il faut le réintégrer à tout prix à l'équipe de National 2 alors qu'elle commence à bien tourner aussi, donc pourquoi venir aussi l'embêter cette équipe, à voir. En tout cas, c'est du jamais vu de voir un joueur à 10 000 euros en régional, en tout cas. Et à TV7, c'est ça, non ? On n'est pas niveau régional. Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir abordé ces deux sujets entre la section paloise et bien sûr les Girondins de Bordeaux. On espère une victoire, bien sûr, des Marinés Blancs face à la Roche Vendée, parce que c'est vrai que ce championnat est tellement serré aussi. De National 2, c'est très difficile à pronostiquer, de savoir qui va monter en National. On rappelle, c'est que le premier aussi, le premier. Merci de nous avoir suivis dans votre émission Parlons Sport. On se retrouve bien sûr demain pour le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France à 19h, bien sûr en partenariat avec la Ligue de football en Nouvelle-Aquitaine et la Fédération française de football. Bonne soirée à tous sur TV7.